de tout faire pour que les vraies questions, les questions essentielles soient débattues dans ce pays. Et je crois qu'on doit nous reconnaître, de nous être battus pour que les questions techniques liées aux finances, liées au budget, liées à la fiscalité, liées aux ressources naturelles, sur lesquelles nous avons même produit des livres, liées à la décentralisation, les questions liées à l'agriculture, à la santé, etc., que ces débats soient désormais au cœur des préoccupations des acteurs politiques. Et c'est cela qui va faire avancer le pays. Mais ce n'est pas des débats de personnes à longueur de journée. Tel a dit, tel a fait, tel aurait, la vie privée des gens. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le pays. Et c'est dans ce sillage que nous avons considéré, nous, qu'il ne doit pas y avoir de questions taboues quand il s'agit des deniers publics, quand il s'agit de l'argent du contribuable. Parce que si aujourd'hui on fait 7 000 milliards de budget, c'est la contribution de chacun et chacune des Sénégalais. Cet argent n'est pas sorti de la poche de Macky Sall. Il faut même se poser des questions s'il paye les impôts au Sénégal. Il en paye aux États-Unis où il a une maison. Mais est-ce qu'il en paye au Sénégal? Je veux dire aux Sénégalais que chacun et chacune d'entre vous paye des impôts tous les jours. Qu'ils le sachent ou pas, quand vous achetez une carte de recharge Orange ou je ne sais quoi, vous payez de la TVA, 18%. Quand vous achetez du riz ou de l'huile ou je ne sais quoi, vous payez des impôts. Quand vous payez votre facture d'électricité ou d'eau, vous payez des impôts. Mais quand on vous paye votre salaire, on vous fait une retenue à la source, c'est les impôts. Et c'est l'ensemble de ces impôts qu'on amène à l'Assemblée pour dire que nous faisons une projection de tant de milliards. Et c'est ces impôts-là qui servent à la dépense publique. Est-ce normal que nous n'ayons pas le droit de nous intéresser à cette dépense publique, à l'utilisation de cet argent public? Les pays les mieux cités, les mieux classés en termes d'indice de développement humain, c'est des pays où un ministre, un premier ministre n'ose pas aller au restaurant et payer avec sa carte professionnelle. Ce serait un scandale et il serait débarqué immédiatement. Ici, on voit des gens se taper des milliards sur l'argent du Sénégal. Et ça n'émeut personne. C'est devenu presque quelque chose de normal. La corruption, les détournements de deniers publics, les surfacturations. Et nous avons dit qu'il est temps que ça finisse. Et à chaque fois qu'on va faire une sortie, ceux qui sont les premiers à crier, c'est parce que c'est eux qui sont concernés par ces mauvaises pratiques. Les Sénégalais souffrent comme jamais ils n'ont souffert. Et pendant ce temps, il y a une poignée de personnes qui est en train de se sucrer sur le dos des Sénégalais. Après qu'on peut continuer à accepter cela. Et c'est pourquoi je tiens à faire une clarification. Parce qu'à chaque fois qu'on se prononce sur des questions qui ont trait à la défense, vous voyez des gens qu'on instrumentalise, des généraux à la retraite. Ça ne nous aime pas. Nous, personne ne peut nous intimider. Les gens sont libres après leur carrière de faire de la politique. Mais je veux que nous laissions l'armée nationale en dehors de la politique. Nous connaissons bien la ligne de démarcation. Nous avons le droit de nous prononcer sur les dépenses. Ce qui est voté à l'Assemblée nationale, comment c'est utilisé? Nous avons le droit de nous intéresser à ça. Nous avons le droit de nous intéresser globalement à la politique sécuritaire. Parce que dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Vous voyez que aller à l'Assemblée nationale allemande ou française ou italienne, c'est débattu. Quand ces pays-là doivent déployer des troupes ailleurs ou ramener ces troupes, c'est débattu. Allez aux États-Unis, et même les opinions publiques ont le droit de s'exprimer, de dire je suis contre la guerre au Vietnam, je suis contre la guerre en Irak, etc. Ce dont on n'a pas droit, il faut qu'on soit très clair. Nous ne devons pas nous prononcer sur tout ce qui est opération militaire. Nous sommes des civils, nous n'en connaissons absolument rien. Et nous ne nous prononcerons jamais sur ces questions-là. Mais quand on dit 196 milliards, que le président Macky Sall est allé s'endetter à hauteur de 196 milliards pour soi-disant acheter des armes, et que c'est une famille israélienne, les Pérez, qui ont garanti cette ligne de crédit, nous avons le droit de nous interroger et de regarder. Et quand ils font ces opérations-là, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les militaires. C'est les civils qui profitent du secret défense pour faire des choses anormales. Et nous devons regarder ça de très près. Et c'est pourquoi nous encourageons d'abord nos députés à clarifier
le premier dossier des 45 milliards d'armement attribués à un trafiquant d'armes, d'après la presse, qui serait même recherché chez lui. La commission d'enquête parlementaire va faire son travail et les Sénégalais y verront très clair. Parce que nous avions demandé aux Sénégalais de nous donner le maximum de députés, la majorité. Nous avons aujourd'hui quasiment cette majorité et le travail se fera à l'Assemblée. J'ai tous les jours les échos de ce qui se passe en commission. Mais bientôt les plénières, tous les Sénégalais verront. Je crois qu'il y aura deux attractions bientôt. C'est les plénières à l'Assemblée nationale et la Coupe du Monde de l'autre côté. Tous les Sénégalais devront suivre. Parce que moi, j'ai été député pendant 5 ans, mais j'étais minorisé à l'Assemblée. Et on ne pouvait pas faire grand-chose à part nos 5 minutes de temps de parole pour parler aux Sénégalais. Et hier, pour la première fois, lors du passage du ministre des Forces armées, les députés de l'opposition ont refusé le vote sans débat. Il y a eu débat, et c'est un bon début. Et ça se passera désormais comme ça. Le deuxième élément, c'est de clarifier cette histoire de 300 millions d'euros, de 196 milliards, gérés aujourd'hui par cette famille Pérez. Je dois dire même, et je ne l'avais pas dit dans la version Wolof, que Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances, est allé jusqu'à signer une exonération totale pour cette famille Pérez-là, pour qu'il qu'on ne facture pas de la TVA ici, au Sénégal. C'est extrêmement grave. On donne beaucoup d'argent à ces gens, mais on leur dit, vous ne payez même pas les impôts au Sénégal. Abdoulaye Daouda Diallo, qui fait un document qui dit à titre exceptionnel, vous êtes exonéré de TVA. Donc vos fournisseurs sénégalais ne vous facturent pas la TVA. Vous savez, le mécanisme de la TVA, c'est que c'est le consommateur définitif qui supporte la TVA. Donc aujourd'hui, eux, ils ne supportent plus la TVA. Ou alors, si par extravagance, c'est même pas, ils ne supportent pas la TVA et leur fournisseur garde droit à déduction ou à restitution de la TVA. Voilà là où on en est dans ce pays. Mais si j'ai parlé de cette famille et de ces relations extrêmement douteuses avec Macky Sall et son régime, c'est pour rappeler qu'au Sénégalais, qu'on emprunte des dizaines de milliards, non pas pour construire des hôpitaux, des routes, des écoles, non pas pour bâtir une agriculture solide, un secteur primaire, agriculture, pêche, élevage, etc. Non pas pour impulser une politique industrielle au Sénégal, pour aider les jeunes à trouver des emplois, mais on emprunte autant d'argent pour acheter des armements pour pouvoir brimer son propre peuple. C'est ça le régime de Macky Sall. Mais ils ne se sont pas arrêtés à si bon chemin. Il y a un scandale, parce qu'avec cette famille Pérez, Macky Sall, dans le cadre de son programme de cession du patrimoine immobilier de l'État du Sénégal, vous savez qu'après l'indépendance, l'État du Sénégal a hérité d'un patrimoine immobilier extrêmement important. Parce que Dakar était la capitale de l'AOF. Et le colon en partant a laissé énormément de choses qui appartiennent aujourd'hui à l'État du Sénégal, au centre-ville, au plateau. Et nous savons aujourd'hui l'enjeu financier que représente ce patrimoine immobilier. Macky Sall et son régime ont commencé un processus de cession de ce patrimoine immobilier. Pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par modifier le décret de 2013 qui créait l'agence de gestion du patrimoine bâti. Ils l'ont modifié en 2018 pour dire que maintenant cette agence a la possibilité de concéder des baux emphytéotiques, c'est-à-dire minimum 18 ans, maximum 50 ans. Et je dis qu'ils ont concédé des baux sur 99 ans, alors que la loi a limité ça à 50 ans. Ça, c'était le premier acte. Ensuite, ils ont commencé à concéder des baux à plusieurs sociétés, Sénégindia pour l'immeuble de liste, Sénégal Hôtesse Invest pour l'immeuble du Carnot, ainsi de suite. Et ils ont repris le même processus avec cette famille Pérez, une société qui s'appelle AD Invest, AD Immobilier. Je vous dis que dans le cadre de l'armement et des bâtiments, cette famille Pérez a deux sociétés qui s'appellent AD
a des traits et a des cornes. Maintenant, ça, c'est la troisième qui s'appelle AD Immobilier Sénégal. Et c'est avec cette société-là que Macky Sall, à travers l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, a fait signer d'abord un premier contrat, un bail, pour leur donner l'immeuble qui abritait le haut commandement de la gendarmerie, mais ils y ont ajouté 5 autres immeubles, c'est-à-dire toute une partie de maison. Toute une partie de maison. 4722 mètres carrés, presque 5000 au centre-ville. Et ils ont cédé, ils ont établi un bail amphithéotique au profit de cette société. La contrepartie, c'est que cette société devait construire un immeuble de R+4 qui doit abriter le haut commandement de la gendarmerie, ici à la caserne Samba Diéry Diallo. Mais l'immeuble va construire sur ces 5000 mètres carrés un immeuble commercial de très haut standing qui lui appartient à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire que là où se trouve cette assiette foncière, le mètre carré aujourd'hui sur la valeur marchande, c'est minimum 1,5 million. Mais ça va aller jusqu'à 2 millions ou plus. Si vous faites le calcul, vous serez à 7 milliards et quelques. 7 milliards 83 millions, exactement. C'est ça la valeur du terrain, je ne parle même pas des bâtiments. Et on cède ça à une société qui doit payer un loyer mensuel de 5 millions. Un loyer annuel de 5 millions, c'est-à-dire un loyer mensuel de 416 000 francs. On leur donne cette assiette foncière. Mais le pire, et c'est ça l'astuce, c'est par ça qu'ils veulent passer pour faire la cession définitive. Parce que nous ne soyons pas dupes. Une société ne va pas construire un immeuble commercial à coût de milliards pour dire après que le terrain ne m'appartient pas, ça appartient à l'État du Sénégal. C'est pourquoi dans la Convention, il est dit, à l'article 27, dans la Convention, il est dit que dès que la société finit de construire, elle peut demander la cession définitive. Et l'État du Sénégal va instruire les domaines pour qu'on y fasse une cession définitive. Vous savez, le barème qui est appliqué aujourd'hui par les domaines, si la société devait bénéficier de la cession définitive, le mètre carré là-bas, au maximum c'est 60 000 francs et au minimum c'est 30 000 francs. Ça veut dire qu'on cédera à cette société un terrain d'une valeur de 7 milliards, on lui cédera ça à 280 millions. C'est scandaleux. Et c'est ça que vous allez retrouver dans tous les autres sites que j'ai cités. Et c'est pourquoi nous allons demander à nos députés de clarifier ces questions-là. Parce que trop, c'est trop. Ces pratiques prébandières constantes, entretenues par un régime, souvent avec des hommes d'affaires étrangers extrêmement douteux. Rappelez-vous que pour le pétrole, ils avaient fait la même chose avec Franck Timis qui était recherché chez lui et qui n'avait aucune référence pour qu'on lui donne des blocs pétroliers et qui n'a pas réalisé les investissements pour lesquels il avait pris des engagements. Et c'est celui-là qu'ils avaient été à prendre pour vendre notre gaz à vil prix. Voilà là où nous en sommes et ces dossiers, nous allons les suivre. J'avoue que j'avais déjà déposé une question écrite en 2020, le 16 octobre 2020, sur les autres immeubles. Mais celui-là me semble beaucoup plus grave et il va falloir qu'on le clarifie pour que le peuple sénégalais soit édifié. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'emprisonnement arbitraire du journaliste Pape Alé Niang. Nous exigeons sa libération. La place de Pape Alé Niang n'est pas en prison. Pape Alé Niang n'est pas un criminel. C'est un professionnel qui fait son travail consciencieusement. Nous exigeons de Macky Sall, de son procureur et de son juge d'instruction de libérer Pape Alé Niang. Nous savons qu'ils ne vont pas entendre parce qu'ils sont dans une logique d'élimination systématique de toutes les voix discordantes. S'ils pensent qu'en prenant Pape Alé Niang pour une instruction de 6 mois, ils auront réussi, ils se trompent. Parce que tout ce que Pape Alé Niang fait, nous pouvons le faire aussi bien ou mieux. Mais il y a des dizaines de Sénégalais, journalistes ou pas journalistes, qui peuvent faire ce travail-là. Ce qu'ils recherchent, c'est l'intimidation par la justice
et par le déploiement de forces de gendarmerie et de police. De sorte qu'aucun Sénégalais n'osera plus parler. Et je dis à la jeunesse sénégalaise, si vous succombez à cela, comprenez que votre avenir est compromis définitivement. Cet espoir d'en finir définitivement avec ces régimes de prédation, de corruption, de surfacturation, ces régimes qui ne sont pas patriotes, qui préfèrent l'intérêt des étrangers aux intérêts des Sénégalais, ces régimes qui sacrifient le peuple sénégalais, ses ressources naturelles, à l'autel de leurs intérêts personnels. Cet espoir unique, cette chance unique qu'on a d'en finir, si nous cédons à la peur, à la paranoïa que Macky Sall veut instaurer dans ce pays, comprenez que dans les 50 ans ou 100 ans à venir, nous serons là à constater, si nous sommes encore vivants, nos fils et nos petits-fils seront là à souffrir, mais nous serons des étrangers dans ce pays. Il faut que nous soyons prêts à faire face à Macky Sall, en ne cédant pas à la provocation gratuite. Le moment venu, tout le monde saura ce qu'il a à faire. Mais il ne faudrait jamais qu'on cède à l'intimidation. Aujourd'hui, Macky Sall sait très bien que le peuple sénégalais doit tourner le dos. Il ne compte que sur quelques éléments de la justice, quelques éléments de la police et de la gendarmerie pour continuer à faire la sale besogne, c'est-à-dire persécuter et emprisonner. Ce n'est pas trop de dire que nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une dictature du moins. Ce n'est pas trop de le dire. Parce que les gens pensent que la dictature, c'est le régime de Staline ou certains régimes qu'on connaissait, Corée du Nord, etc. Non. Mais ce que Macky est en train de faire, c'est de la dictature. Quand vous êtes président de la République et vous posez tous les jours des actes désapprouvés par tout votre peuple, mais vous continuez à les poser parce que vous avez votre justice et votre gendarmerie, c'est de la dictature. Et voilà là où nous en sommes au Sénégal. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Sénégalais. C'est la démocratie qui est aujourd'hui en jeu. C'est les acquis démocratiques, les libertés élémentaires, les droits et libertés élémentaires, c'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Ce n'est pas la personne de X ou Y qui est en jeu. Il faut faire face en mobilisant tous les Sénégalais pour dire non, selon des formes d'action qui seront à définir dans les jours et les heures à venir. Je dirais aux magistrats de manière générale, et particulièrement à ceux, parce que vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'une persécution est orchestrée contre un leader d'opinion, ça passe par le deuxième cabinet ou le premier cabinet. L'ex-8e cabinet devenu le deuxième cabinet. Il faut que les magistrats sachent que ceux à qui ils ont affaire, c'est des êtres humains. Pape Alé a laissé une épouse chez lui. Il a laissé des enfants. Il n'a pas assassiné, il n'a pas volé. Il faisait son travail. Il n'y a rien de plus sacré en l'être humain que sa liberté d'aller et de venir, de penser, de s'associer. C'est inscrit dans la Constitution. Comment des juges peuvent, comme ça, de manière aussi légère, se lever du jour au lendemain pour dire je balance qui je veux en prison? Pour après demain dire je n'avais pas le choix. Je subissais des pressions. Ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment. Je rappelle le serment du juge. Le serment du juge. Ils ont prêté serment. Quand ils prêtent serment, quand les juges prêtent serment, ils disent je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Où est l'honneur et la dignité? Où sont l'honneur et la dignité? Où est l'impartialité quand des juges se comportent comme ça pour après venir se confondre en excuses pour dire j'avais pas le choix? Ils sont là pour servir Macky Sall ou pour servir la loi? Il faut que cela cesse. Le troisième point, ou le quatrième que je voulais aborder, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale qu'hier nous avons déposé des plaintes contre l'un des comploteurs, Serigne Bassirou Gueye. Je l'avais annoncé, je l'ai fait. 2 plaintes, l'une auprès de l'inspection générale Ligage et l'autre auprès du premier président de la Cour suprême. Plainte pour faute
professionnelle, donc disciplinaire très grave, mais plainte au pénal également, parce que ce que Bassirou Gueye a fait est très grave. Serigne Bassirou Gueye a manipulé et perverti un PV d'enquête pour essayer d'incriminer un député opposant et trouver un motif de l'envoyer en prison. N'eût été le peuple sénégalais en mars 2021, les manipulations de Serigne Bassirou Gueye m'auraient conduit aujourd'hui à Rebeuss et je ne serais pas là en train de vous parler. C'est extrêmement grave. Et ce que nous attendons à partir de maintenant, rappelez-vous que quand une personne que je ne vais pas nommer a déposé une plainte contre le juge Téliko, le ministère de la Justice s'est empressé d'autoriser à ce que la plainte soit instruite. Puisque vous savez qu'un magistrat, il faut une autorisation du ministère de la Justice pour qu'il soit poursuivi au pénal. Nous attendons la même diligence et la même impartialité pour que l'immunité, s'il s'agit d'immunité de Serigne Bassirou Gueye, soit levée et qu'il puisse répondre des actes graves qu'il a posés. Pour les gages, je crois qu'ils n'ont pas besoin de cette autorisation parce que c'est sur le plan disciplinaire. L'autre élément que je veux dire, certains magistrats pensaient même que cette procédure était prématurée parce que si les gens jouent du corporatisme pour s'empresser de classer le dossier, ça peut affaiblir notre défense. J'ai dit non. Nous déposerons cette plainte parce que ce que nous avons, c'est du béton. Nous avons toutes les preuves matérielles des manipulations de Serigne Bassirou Gueye. Si la justice fait correctement son travail, il devra aller en prison. Si la justice ne le fait pas également, ces informations seront rendues à la connaissance du grand public. Parce que la justice populaire aussi existe. Et les Sénégalais verront ce qu'il a fait. Et je terminerai cette partie par dire que dans les prochaines heures, il y a 2 autres séries de plaintes qui seront déposées par mes avocats. Parce qu'aujourd'hui, la sphère des comploteurs va commencer à trembler. Ils n'ont absolument rien, aucun dossier, et leur complot a été mis à nu avec des preuves. Nous poserons tous les actes pour qu'ils soient poursuivis et sévèrement châtiés, parce qu'à cause de leur complot, 14 jeunes Sénégalais ont perdu la vie. À cause de leur complot, beaucoup de gens ont été blessés. Et à cause de leur complot, beaucoup de dégâts en biens matériels ont été subis par les Sénégalais. Le dernier point, enfin, c'est l'arrestation arbitraire de ma sécurité rapprochée. Je dis que cette arbitre, nous avons toutes les informations pour dire que cette arrestation n'émane pas du procureur de la République, qui avait reçu une plainte et avait demandé qu'elle soit instruite la semaine qui suit, que les concernés soient convoqués, qu'ils viennent subir l'enquête le plus naturellement du monde, mais c'est la gendarmerie nationale, et vous savez quand on parle de gendarmerie nationale de qui on parle, qui a précipité cette arrestation hors de Mbour, donc hors de sa juridiction, parce que simplement nous avions déjoué leur plan, puisque le jeudi passé, ils voulaient impérativement qu'il y ait affrontement. Et c'est pourquoi ils avaient fait venir tout ce qu'ils dont ils disposaient de troupes et de matériel à Dakar, parce que Macky Sall est, vous savez que quand on est rancunier, on est rancunier. Et il est dans une logique d'essayer de prendre coûte que coûte une revanche sur son revers de mars 2021. Et il pensait que les jeunes allaient se mobiliser massivement pour qu'il ait l'occasion de réprimer. Nous avions déjoué ce plan-là parce que nous sommes sûrs de notre dossier. Et nous avions exigé à être entendus. Il n'y avait aucune raison, aucun prétexte pour que les gens sortent. Quand ils se sont rendus compte du ridicule qui les frappait, ils ont voulu coûte que coûte poursuivre la provocation. C'est pourquoi ils ont kidnappé notre sécurité rapprochée pour la conduire manu militari à Mbour. Nous dénonçons ces pratiques. C'est des pratiques dignes des régimes de tortionnaires, des régimes staliniens, des régimes dictatoriaux. Nous le dénonçons, mais nous disons en même temps que, comme tous les dossiers qu'ils fomentent, il n'y a rien contre cet agent. Heureusement que le procureur n'a pas cédé, puisqu'il ne l'a pas dit. Je n'ai pas de contact avec lui, mais je sais qu'il a dû subir beaucoup de pression pour amener le dossier à l'instruction.
Heureusement, ce dossier est allé en flagrant délit et que mardi prochain, s'il plaît à Dieu, ces agents reprendront du service. Nous n'avons pas de problème de sécurité. Ils ont pensé, puisque depuis longtemps, ils essaient de mettre la main sur notre sécurité rapprochée. Rappelez-vous, en pleine campagne, ils ont essayé de les arrêter à Kolda, à Tambacounda, du moins. À plusieurs reprises, leur nom a circulé. S'ils pensent que c'est cela qui va freiner notre activité de Némé-Coutour, notre activité qui consiste à aller rencontrer les Sénégalais chez eux, dans leur localité, dans leur maison, dans leur lieu de travail, pour discuter avec eux, ils se trompent parce que nous allons reprendre cette activité justement demain, vendredi, s'il plaît à Dieu. Après le département de Bourg, nous allons attaquer pour plusieurs jours le département de Tivaouane. J'aimerais encore une fois alerter. Nous savons le dispositif sécuritaire qu'ils ont mis en place. Nous sommes suivis et surveillés 24 heures sur 24. Ça ne nous aime pas, parce que nous sommes tout à fait transparents. Le mécanisme des caméras de surveillance dans toutes les artères de Dakar et d'ailleurs, pour flasher et surveiller. Le relais qui est pris par les agents de terrain dans les angles morts, nous savons tout. Nous n'avons rien à cacher. Mais nous disons non à la provocation. Il faut que ça s'arrête. Que ce soit la provocation des forces de l'ordre, vous avez vu ce qui s'est passé au premier jour de mon Némé-Coutour à Joal, ou alors la provocation de militants de la paix qui vont prendre de pauvres jeunes qui n'ont rien compris pour les soutenir et leur dire d'attaquer nos manifestations. Il faut que ça s'arrête. Et je puis assurer que nous avons pris toutes les dispositions désormais pour qu'à temps réel, tous les Sénégalais puissent voir ce qui se passe, pour voir qui attaque qui provoque qui jette des cailloux, qui insulte. Ce sera à temps réel désormais, s'il plaît à Dieu. Voilà les quelques points que je voulais aborder et dire enfin à Macky Sall que nous connaissons son plan et son dessein. Il sait que le temps joue contre lui. Il va essayer tout pour que dans les plus brefs délais, il puisse se débarrasser de nous. Parce que ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est que quel que soit le plan de Macky Sall, il est convaincu d'une chose au moins. Pour que ça marche, il faut que Sonko soit liquide. Quel que soit son plan, il est convaincu d'une chose. Pour que ce plan marche, il faut que Sonko soit liquide. Parce que Macky Sall sait que même si par extraordinaire il est candidat, il sera laminé et battu au premier tour. Et c'est pourquoi son principal objectif, c'est comment faire pour se débarrasser d'Ousmane Sonko. Mais ce sera peine perdue, c'est fait à Dieu. Je vous remercie et je m'excuse.